Hello tout le monde! Aujourd'hui on va parler de livres pour l'été. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais à peu près une fois par mois, je participe à un club de lecture organisé par une librairie indépendante de ma ville. Et pour le mois de juin, le thème, ça va être un livre pour l'été. En effet, on va avoir une pause estivale et les participantes et la libraire pour trouver assez intéressant qu'on puisse se proposer des titres pour l'été. Et au début, j'étais super enjouée, et puis après, j'ai paniqué. J'ai paniqué parce que souvent, je suis un petit peu hors thème. Enfin, j'ai l'impression parfois que ma manière de voir les choses est un peu différente. Et j'avais peur que ce soit le cas. J'avais peur d'arriver avec un titre que tout le monde m'aurait dit mais non, c'est pas une lecture de l'été ça. Et je sais que ça aurait pas été le cas. Enfin, c'est juste mon angoisse qui parle parce que le club de lecture est très bienveillant. Mais voilà, j'ai un peu paniqué, je me suis dit, ok, il faut que j'en parle à mes followers, je vais leur demander, pour eux et pour elles, c'est quoi une lecture de l'été? J'ai donc fait un sondage avec trois grandes catégories, la romance, le polar et ensuite les grosses briques du style saga familiale. J'ai aussi rajouté une catégorie autre pour les personnes qui se reconnaissaient pas dans les trois précédentes et parce que je voulais savoir ce qui correspondait pour elles à de la littérature estivale et du coup je leur ai demandé de me préciser en message privé ce qu'elles avaient envie de lire l'été et j'ai trouvé les résultats assez intéressants. Il n'y avait pas de grosses surprises pour moi, mais bon, je vais vous les partager. Du coup, la catégorie grosse brique a reçu 44% des votes. Ensuite, c'est la romance qui est arrivée avec 26%. Et après, c'était très serré entre la catégorie polar qui a eu 14% des votes et la catégorie autre qui a eu 16% des votes. Dans la catégorie autre, on avait du feel good, de la jeunesse, des road trips, du classique, de la littérature légère et de l'aventure. J'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit, ok, et si moi j'essayais de voir qu'est-ce qui correspond à mes littératures de l'été? Et je dois vous avouer qu'après avoir fait un tour dans ma bibliothèque pour essayer de trouver des titres que je pourrais conseiller dans cette vidéo, je me suis rendu compte que je suis plutôt dans la catégorie grosse brique. Et ça m'étonne pas tellement. Je vais essayer de vous présenter des titres qui me semblent correspondre à ces catégories. Il y aura pas tout, parce que je suis pas une lectrice pour tout. Mais du coup, on va débunker un peu tout ça dans la suite de la vidéo et j'espère cette fois-ci faire un format assez rapide. Donc j'essaierai de pas trop m'étaler et on pourra de toute façon en discuter en commentaire. Si jamais vous pouvez me dire dès maintenant d'ailleurs c'était quoi la catégorie pour laquelle vous auriez voté ou laquelle vous avez voté et si vous avez des titres à recommander dans cette catégorie, c'est parfait. Du coup voilà, je vous laisse 2 secondes, on passe à la suite. On va d'abord parler des polars, parce que ça va être très rapide. Les polars, il faut savoir que j'ai une relation très compliquée à eux. Je trouve qu'il y a vraiment très peu de polars qui valent le coup. La plupart du temps, j'évente la fin de l'intrigue, enfin, je trouve le coupable avant la fin et ça m'énerve. Je trouve que les relations psychologiques sont pas forcément les mieux étudiées. J'ai beaucoup de mal avec les flics. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui est... Voilà, j'ai une relation compliquée au polar. Et en plus, quand j'étais ado, je lisais vraiment beaucoup de policiers. Parce que ma grand-mère avait une collection incroyable de Mary Higgins Clark. Et alors, avant que vous attrapiez mon col, j'ai rien contre Mary Higgins Clark. Si vous considérez que c'est pas du polar, moi je trouve ça bizarre quand même parce que tous ces romans contiennent une enquête. Mais c'est surtout que Mary Higgins Clark, elle est très forte. Elle a trouvé une méthode. Ça marche super bien, mais du coup, elle l'applique à tous ses romans. Et du coup, c'est vraiment que des grosses ficelles, c'est ultra téléphoné. Donc je pense que c'est pas mal quand on en lit un de temps en temps. Beaucoup moins quand on les enchaîne. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu enfin, ça m'avait un peu blasée. Elle avait d'autres polars, elle avait pas que cette autrice. Et à chaque fois, ça me semblait être un peu la même chose. On est vraiment dans certains clichés. Euh, Au même titre qu'on pourrait avoir des clichés dans la romance parce que c'est des choses qui marchent et qui fonctionnent pour ce genre-là. Mais du coup, voilà, ça me laissait un peu de marbre. Et il y a quelques années, j'ai une pote qui adore les polars qui m'a fait une sélection un peu plus intéressante.
Je pourrais pas tout vous ressortir. Je sais que alors c'était la première trilogie de Maxime Chatham qui effectivement m'avait beaucoup plu, très sombre, qui a pas très très bien vieilli dans le sens où à l'époque c'était assez révolutionnaire, c'est pas le terme, mais c'était assez peu courant d'avoir des livres sur les serial killers, sur le profiling, etc. Et Maxime Chatham l'avait très bien fait. C'est un peu du réchauffé en 2025 maintenant qu'on a énormément de supports là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça m'avait bien plu. Fred Vargas aussi, elle m'avait conseillé un de ses titres, ça m'avait plu, mais sans forcément avoir envie de découvrir toute la bibliographie derrière. Voilà, il y avait deux, trois titres comme ça qui étaient assez intéressants. Et du coup, moi, je me suis dit, pour cette vidéo, je vais choisir des choses qui me parlent. Donc, c'est pas forcément du thriller ou du polar en temps, enfin, dans son expression la plus puriste, on va dire, c'est des choses qui m'y font penser, qui sont un peu sombres, et du coup, les livres qui, pour moi, peuvent correspondre à ces catégories, à cette catégorie, pardon. Du coup, en premier, on va avoir L'homme qui savait la langue des serpents, de Andrus Kivirak. Désolée si je prononce mal le mot, son nom en tout cas. Et alors ça, c'est un... Donc c'est pas un petit livre. C'est un livre que j'ai découvert vraiment par hasard. Et du coup, il y a du réalisme magique dedans. C'est une fable un peu écologique. C'est très violent. Je me souviens que c'était très violent, mais j'avais adoré. J'avais adoré parce que c'était très intéressant. C'est le genre de bouquin qui, pour moi, bah, demande à ce qu'on ait un peu de temps pour se poser dedans. Et du coup, bah, quoi de mieux que l'été pour faire ça? Du coup, voilà. Donc, L'homme qui savait la langue des serpents, vraiment très chouette. Attention parce que c'est violent, mais du coup voilà, ça c'était une très très bonne lecture. Ensuite on a Laisse-moi entrer de John Ashvid Lindqvist, pareil, désolée si je prononce mal, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Ça c'est un de mes bijoux, c'est un de mes livres préférés vraiment de tous les temps. C'est très sombre, ça concerne des enfants. C'est Oscar en fait qui a 12 ans, qui se fait un peu bully. Il vit en Suède, en banlieue, enfin voilà, avec sa mère célibataire. Et il va faire une rencontre qui va un peu chambouler tout. Parce que c'est un enfant un peu bizarre. Et du coup, il se passe des trucs bizarres. Il y a des meurtres, il y a des gens qui disparaissent, il y a des... C'est vraiment très sombre. Et en fait, enfin voilà, moi je pense que vous le connaissez déjà parce que il a sûrement eu un énorme succès à un moment donné et moi j'étais passée un peu sous le radar. J'avais vu le film, l'adaptation suédoise qui s'appelle Morse, avant de lire le livre en fait, et les deux, j'ai adoré. J'ai pas vu l'adaptation américaine parce que j'aime pas ça. C'est un peu comme Millennium. Millennium, j'ai adoré l'adaptation avec Noomi Rapace. J'ai pas voulu voir celle avec, je crois que c'est David Craig, je sais plus comment il s'appelle. Ça m'intéressait pas en fait, parce qu'on avait déjà une très bonne adaptation, pourquoi en refaire une sous prétexte qu'on a des acteurs américains, ça m'intéressait pas. Bref, du coup, Laisse-moi entrer de John Ajvit Lindqvist, c'est très sombre, c'est très bien. Et j'avais beaucoup aimé, et du coup, si vous aimez lire des trucs un peu dark l'été, ça passe. Et ça reste aussi une grosse brique, hein. C'est pas sur un petit bouquin, et c'est écrit très petit. Je sais pas si vous voyez, mais dans mon édition, c'est écrit très petit. Donc on est sur du divertissement long terme. Et enfin, on est sur une autre grosse brique. Je vais vous présenter. En vrai, je crois que j'ai aucune lecture enfin, très courte. C'est pas grave, on a le temps, c'est l'été. Et du coup, donc, la prochaine lecture qui rentre dans cette catégorie un peu horreur, mais ça, c'est un peu un hybride. Ça s'appelle La maison dans laquelle, de Mariam Petrosian. Et c'est du coup publié par les éditions Monsieur Toussaint Louverture. J'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est sombre, c'est glauque, c'est poétique, c'est une vision des choses qui est vraiment très intéressante. On est en fait dans une maison qui accueille des enfants handicapés, du coup amputés ou avec des troubles psychologiques, avec voilà, vraiment des handicaps assez lourds. Et la maison dans laquelle ils passent leur temps est vivante, dans le sens organique du terme. Et du coup, voilà, ça joue avec l'adolescence, ça joue avec les relations, ça joue avec la hiérarchie.
Ça joue avec cette espèce de réalisme magique. Enfin, c'est vraiment du fantastique dans sa plus pure expression, parce qu'on ne sait pas si c'est réel, si ça vient de la tête des pensionnaires, si on ne sait pas ce qui se passe. Et vraiment, c'est une brique qui m'a complètement emportée. J'ai adoré ma lecture. J'ai trouvé ça très bien fait, très touchant. Très respectueux aussi. Après, je suis pas concernée, donc peut-être que les personnes concernées me diront bah non, pas du tout, c'était pas bien. Il faut savoir que l'autrice elle a mis 10 ans à écrire ce bouquin et bah ça valait le coup. Vraiment, c'est pareil, un de mes livres préférés. Du coup, si vous avez l'occasion de pouvoir le découvrir cet été, bah foncez parce que vraiment un banger. Et alors là, c'est le drame. J'ai rien à vous proposer en romance. Je suis une très grande lectrice de romance. J'en lis vraiment beaucoup. Enfin, peut-être moins que certaines personnes, mais j'en lis quand même pas mal. Je lis beaucoup de romantaisie aussi. Mais en fait, la romance, c'est un peu comme le polar. Je pense que c'est très difficile d'en trouver un qui vale le coup, d'en trouver une qui vale le coup. Et là, vraiment, j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme titre. Il n'y a rien qui me vient. Vraiment, cerveau vide. Ah si, j'ai peut-être un titre à vous proposer. Le truc, c'est que c'est pas de la romance dans le sens conventionnel du terme. Parce que la romance, c'est comment un style, un genre littéraire qui veut que bah, l'histoire d'amour prenne la place principale de l'intrigue, et surtout ça se termine bien. C'est, voilà, vous pouvez pas avoir de romance qui se termine mal, dans ce cas-là, c'est pas une romance, c'est un drame romantique, mais si ça se enfin, une romance se termine forcément bien. Et le titre que je vais vous proposer, c'est pas une romance dans ce terme-là, mais pour moi, c'est un livre qui parle d'amour et qui est vraiment très beau dans ce style. C'est Le chemin de sel de Raynor Winn. Donc là, j'ai l'édition anglaise, mais il a été traduit en français. Et du coup, oh, regardez cette couverture. Et du coup, donc en fait, c'est une histoire autobiographique. Et ça remplit aussi la catégorie road trip pour les personnes qui l'ont proposé. Donc voilà. Et en fait, Raynor et son mari se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu voilà, toutes leurs économies. Et ils apprennent en plus que le mari de Raynor Winn a une maladie assez grave. Et ils se retrouvent voilà, sans abri, malades, ils savent pas quoi faire. Et ils décident en fait de profiter de l'été pour bah, aller marcher tout le long de la côte, je crois que c'est du Pays de Galles, si je dis pas de bêtises, du Somerset au Dorset, via le Devon et la Cornouailles. Donc ouais, ça doit être ou plutôt le sud de l'Angleterre. Bref, ils font suivre le chemin de la côte en Angleterre et nous expliquer un peu bah, ce qu'ils traversent. Et c'est vraiment touchant. Il y a beaucoup de réflexions sur bah, le fait d'être sans abri, le fait d'être à deux, le fait voilà, l'ego, l'orgueil, comment on se tient dans la société dans ces cas-là, qu'est-ce qui paraît normal, qu'est-ce qui ne le paraît pas. Franchement, c'était une très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Et la relation qu'il y a entre bah, la femme et son mari, je sais pas, ça m'a. Entre ouais, Raynor Winn et son mari, ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'étais en mode. C'est beau, c'est beau. Et du coup voilà, donc c'est pas vraiment une romance, mais ça tombe dans la catégorie quand même un peu road trip avec bah, une histoire d'amour et de comment. Et de compagnonnage dans le sens où c'est vraiment des partenaires, c'est pas uniquement. Enfin bref, voilà, je vous invite à vous pencher dessus. Pour le coup, il est assez petit par rapport aux autres et il a effectivement été traduit en français. Elle en a écrit d'autres depuis et que j'ai pas encore lu, mais je voudrais les lire parce que vraiment, elle a une plume en plus qui est vraiment très chouette. Enfin, ça vaut le coup de découvrir. Donc voilà, ce sera ma partie un peu bizarre de la romance qui n'est pas une romance. J'avais dit que je ferais une vidéo courte et j'ai dépassé le stade de la vidéo courte. On va partir sur la catégorie grosse brique. Et c'est la catégorie qui me parle le plus, je pense, parce que quand j'étais plus jeune, donc pendant mes vacances familiales, il y avait la partie on lit des thrillers.
Et il y avait la partie, on lit des grosses sagas familiales et on se passe les tomes, en fait. Une fois que l'une a fini, elle le passe à l'autre et on fait tourner. Et ça, c'était plutôt chouette. Moi, ça me frustrait un peu parce que j'avais un rythme de lecture assez rapide. Et du coup, le problème, c'est que si j'arrivais derrière, par exemple, ma tante, bah, je savais qu'il fallait que j'attende longtemps avant d'avoir le deuxième tome. Et du coup, donc c'était un peu frustrant. Mais c'est comme ça que j'ai découvert... bah, je sais que... je sais que c'est vraiment pas de la bonne littérature. Mais par exemple, tous les Christian Jacques, on se les enfilait comme ça. On avait lu aussi Le Pain Noir. Je me souviens juste du titre, pas de l'autrice ou de l'auteur. Je vous mettrai les infos là si ça vous intéresse. Et du coup, voilà, c'était des livres comme ça qui me plaisaient. Et j'ai lu il y a quelques temps, quelques années maintenant, un livre qui, je pense, aurait pu énormément nous plaire à cette époque-là. Ça s'appelle La Reine Celte de Manda Scott. Et c'est une saga qui retrace de manière très romancée la vie de Boudica, une reine celte du coup, et qui étonnamment a très très bien vieilli. C'est assez inclusif comme saga. Moi ça m'avait beaucoup plu, j'ai lu que le premier tome, mais je l'avais vraiment beaucoup aimé, et je me suis dit en fait que si je l'avais découvert à cette époque-là, je pense que ça aurait été un de nos... Je pense que ça aurait été une de nos sagas familiales de l'été. Mais du coup, voilà. Donc moi, les grosses briques, j'avoue, c'est le truc que je préfère. Je pense qu'aussi, l'été, c'est la période idéale pour pouvoir lire des grosses briques parce qu'on a le temps. On a, enfin majoritairement, c'est pas le cas pour tout le monde, je le sais bien, mais l'été, voilà, on est censé avoir un peu plus de temps, pouvoir se poser, pouvoir vraiment rentrer dans des histoires un peu plus longues, un peu plus complètes. Et du coup, ça me parle, ça me parle. Je sais aussi que les classiques m'intéressent beaucoup l'été. J'ai tendance à pas trop les lire parce qu'ils me font toujours un peu peur. Mais l'été me semble être la meilleure période pour découvrir les classiques, justement parce qu'on a le temps. Bref, tout ça pour dire que les grosses briques, c'est la catégorie dans laquelle j'ai le plus de choses à vous présenter. Donc je vais essayer d'être assez rapide et de pas passer trop de temps sur chaque bouquin parce que j'ai déjà dépassé le temps que je voulais m'allouer pour cette vidéo, et je vais essayer d'éviter de vous faire des énormes vidéos à chaque fois. Du coup voilà, donc on va aller assez rapidement, je vais essayer d'être efficace. On commence par une lecture qui est assez complexe, donc je sais pas si ça parlera à tout le monde. C'est Les Fils de la Médina de Naguib Mahfouz. Je l'ai lu à une époque où je voulais diversifier mes lectures et j'avais trouvé ça dans une liste quelconque de super romans. Et pour cause, l'auteur a remporté un prix Nobel de littérature, rien que ça. Et en fait, ce livre est encore censuré en Égypte parce qu'il est considéré comme blasphématoire. Il reprend a priori, ils disent que c'est une scandaleuse transposition de l'histoire sainte. Et du coup, j'ai pas assez de connaissances pour vous dire ce qu'il en est, donc désolée d'avance si je suis un peu hors propos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur ce livre, si vous l'avez lu, ou l'auteur d'ailleurs. Mais moi, à l'époque, j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'était c'était très intéressant de suivre. Alors, c'est plus qu'une saga familiale, ça se compte en siècles. On suit vraiment l'histoire d'une ville avec ses habitants, ce qui s'y passe, les différences qu'il peut y avoir, les discriminations, l'oppression, et cet outil un peu fatal de la fatalité, comme dans la tragédie grecque, avec comment ça va se passer. On sait déjà que ça va mal se terminer, mais on y va quand même. Enfin, il y a pas mal de choses qui étaient très très intéressantes. C'est une lecture qui est assez demandeuse quand même. Mais moi, j'avais vraiment aimé ma... Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est pas un petit livre, c'est qu'une... Voilà, là, ça va être la période des briques. Donc c'est une sacrée brique, mais très intéressant si vous voulez vous lancer. C'est un peu plus complexe, ça demande quand même pas mal d'investissement, mais ça vaut le coup. Après ça, j'ai envie de vous parler d'Eureka Street de Robert McLiam Wilson, qui est un auteur irlandais. Du coup, Eureka Street se passe dans le Belfast des années 90. C'est des jeunes qui font un peu les 400 coups dans une du coup, un contexte qui est difficile économiquement, politiquement. Et du coup, voilà, c'est sombre, c'est beau, j'ai toujours aimé, enfin moi j'ai un soft spot pour vraiment les jeunes qui vivent dans des situations compliquées, dans des pays un peu en friche comme ça, et en fait
Ça me plaît parce qu'il y a d'un côté la galère, la résilience, mais aussi l'espoir. Et du coup, comment on combat cette violence? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ça pour essayer de vivre mieux, n'est-ce pas? Mais du coup, voilà. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Enfin, c'est un des livres que j'ai adoré. Et lui, pour le coup, je l'avais lu en e-book. Et à l'époque où je le cherchais en papier, il n'était plus nulle part. Et en fait, il a été... Alors, je sais pas s'il a été réédité ou si je l'ai retrouvé, mais d'un coup, je l'ai retrouvé sur les étals des libraires. Et j'étais... Mais c'est celui-là, en fait, je le cherche depuis des années. Et du coup, je suis repartie avec. Je suis repartie avec. Et je pense que je le relirai parce que j'avais tellement aimé ma lecture à l'époque. J'aimerais bien savoir si je l'aime toujours autant. Mais voilà, du coup, Eureka Street de Robert McLiam Wilson, ça reste dans les sagas un peu... les gros livres qu'on peut lire en été. Dans le genre, j'ai gagné un prix Pulitzer et j'ai brisé le cœur de ma lectrice, moi. La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wilde de Junot Diaz. Celui-là est un peu plus complexe. Il mélange plusieurs langues. L'auteur joue entre le créole, si je dis pas de bêtises, l'espagnol et l'anglais. C'était il y a un moment, donc j'espère que je vous dis pas de bêtises. Il y a des notes de bas de page qui sont énormes. Il y a beaucoup de références culturelles qu'on connaît pas forcément quand on n'est pas dedans. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est touchant. C'est effrayant. C'est... J'adore, j'adore. C'est vraiment, ça parle de gens qui savent pas comment trouver leur place dans le monde, de gens qui ont quand même des choses à dire, de gens qui ont quand même leur place. Ça parle de dictature, d'immigration, de spiritualité. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Et pour le coup, il n'est pas si gros que ça par rapport aux autres livres. Et pourtant, il dit tout. Et vraiment, c'est... Voilà, ça c'est un coup de cœur. Faut pas hésiter à vous lancer dedans. Faut pas avoir peur de la manière dont c'est écrit parce que tout finit par faire sens. Voilà, donc ça, faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment un très chouette bouquin. Le prochain est pas joyeux non plus. Là, on retourne dans vraiment l'univers de la saga familiale avec No Home, pardon, de Yaa Gyasi. Je suis désolée si je le prononce mal. C'est une saga en fait qui va retracer l'histoire de deux sœurs. Du coup, l'une qui est vendue en mariage à un officier anglais et qui reste en Afrique, et l'autre qui en fait est emprisonnée et envoyée par bateau à travers l'Atlantique pour être esclave en Amérique. C'est très fort. C'est vraiment très intéressant de voir ces deux femmes qui grandissent de manière complètement différente, mais qui sont liées en fait par une même histoire, non seulement par les liens du sang, mais deux faces d'une même histoire. C'est vraiment un roman qui vaut le coup. Je sais qu'il y a beaucoup de romans sur l'esclavage, et alors certains peuvent trouver ça redondant. Moi, je trouve que c'est très important qu'on se rappelle de ce qui s'est passé. Et de l'impact qu'on a pu avoir, notamment en tant que population blanche de pays européens, mais aussi américains. Et du coup, voilà, donc c'est une voie intéressante, la couverture est sublime, on va pas se mentir. Et le livre est vraiment très chouette. J'en avais un autre que j'aurais pu vous recommander, mais j'ai décidé de partir sur celui-ci. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas si... c'est lourd, voilà, c'est pas des histoires simples, mais c'est important et ça me semble intéressant d'en parler cette fois-ci. Un autre roman qui, je pense, rentrerait vraiment dans cette catégorie-là, et c'est celui que je vais présenter à mon club de lecture, c'est le dernier revival d'Opale et Neve de Donnie Walton, masterpiece. J'ai rien à dire, c'est une masterpiece. L'autrice m'a soufflé par sa maîtrise. Elle m'a vraiment complètement emportée. L'idée, en fait, c'est de repartir sur de retracer le mythe d'un duo iconique des années 70 qui s'appelle Opal et Neve, qui ont a priori sont un mélange un peu rock-punk qui a essayé de bousculer les codes. Et on retrace en fait cette histoire à travers les histoires de chacun et de chacune. Il y a des mystères qui se lèvent, voilà. Le format est impressionnant parce que du coup, c'est des interviews, des articles, Moi, elle m'a fait croire vraiment qu'il existait une Opale et un Neve qui avaient vraiment fait un duo. Et enfin bref, j'y ai cru de A à Z. Et je pense que si j'avais pas eu Internet pour me rappeler que non, ce n'est qu'une fiction, j'aurais pu croire vraiment qu'ils existaient. C'est très bien
sourcé, c'est très bien, enfin, c'est les années 70 dans... Je suis pas une experte hein, non plus des années 70, mais pour connaître un tout petit peu cette partie de l'histoire des États-Unis, ça fait sens. Tout fait sens, enfin, historiquement, ça fait sens. Et du coup, voilà, j'ai rien à dire, c'est une masterpiece. J'ai adoré, la plume est bien écrite, c'est impressionnant. Enfin, elle fait parler aussi des contemporains, enfin, ça, c'est vraiment un banger. Et je pense que ça, c'est une lecture pour l'été. Je crois d'ailleurs que je l'ai lu l'été dernier. C'était une très bonne lecture, ça je la conseille. Je pense que c'est une littérature parfaite pour l'été. Elle n'est pas compliquée et elle est très engageante. Donc n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. On va terminer sur quelque chose d'un peu plus léger. Enfin léger. Si vous aimez les romans d'aventure, de cap et d'épée, les quêtes initiatiques avec de l'amour, de la quête de soi, de la rédemption, enfin des rebondissements, voulez-vous, en voilà. Euh, La pierre et le sabre, d'Eiji Yoshikawa. Bon, ça, c'est une vieille édition, hein, c'est un vieux bouquin. C'est l'histoire d'un jeune homme dans le Japon du XVIIe siècle et bon, il fait des bêtises. Et un jour, bah, il décide qu'il faut qu'il arrête de faire des bêtises et du coup, il veut devenir un maître de l'art martial et notamment ben, être un maître avec son sabre et il va partir dans une aventure, il va rencontrer beaucoup de gens, il va se passer plein de choses. Ça s'est lu d'une traite. C'est une grosse brique, mais moi je l'avais lu d'une traite à l'époque. C'était à l'époque où je me remettais à la lecture et du coup j'avais plutôt tendance à lire des romans et de la jeunesse et des romances pardon et de la jeunesse et du coup j'étais tombée sur ça et je l'ai lu et en fait j'ai adoré. J'ai pas encore lu le deuxième tome. Je vous avoue que si je voulais le lire aujourd'hui, il faudrait que je lise le premier. Le deuxième s'appelle La Parfaite Lumière. Mais le premier se suffit à lui-même. Alors, il doit y avoir un cliffhanger à la fin, hein, mais je sais pas s'il est vraiment énorme. En tout cas, moi, j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et ça change un peu. Ça change un peu de pouvoir lire bah, des histoires de samouraï. Je sais même pas si c'est un samouraï pour de vrai. Mais bon, ça change un peu et c'est une lecture, je pense, qui correspond tout à fait à l'été. Parce que c'est une grande saga, plein d'aventures, de la bagarre. Du coup, voilà, donc c'est pareil, ça c'est une très bonne lecture et je vous la conseille. Je pense que j'ai fait le tour. J'aurais bien aimé vous donner vraiment encore plein d'autres titres, mais je m'arrête là. Parce que j'avais dit que ma vidéo serait courte. Enfin, à un moment donné, la vidéo, elle peut pas faire 1 heure. Et je peux pas vous montrer toute ma bibliothèque, c'est pas possible. Du coup, je suis obligée de faire des choix. Mais si vous avez des titres à proposer, faut pas hésiter à me les laisser en commentaire. S'il y a des choses qui vous donnent envie, faut pas hésiter aussi. S'il y a des choses que vous n'avez pas aimées, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à discuter. Le but, c'est d'avoir un échange et pouvoir discuter un peu de tout ça. Et voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que les livres qui ont été présentés vous ont plu? Est-ce que vous aviez aussi cette même vision de la littérature estivale? Pour vous, c'est quoi la littérature estivale? Est-ce que vous aviez des a priori là-dessus? Parce qu'on parle beaucoup de romans de plage ou de romans de gare, mais moi je pense que chaque roman vaut le coup d'être lu s'il fait plaisir à la personne qui le lit ou qui lui apprend quelque chose. Mais du coup voilà, donc je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à très bientôt pour le récapitulatif de mon mois de juin en lecture.